Bonjour, je m'appelle Michel Bierler. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'introduction à l'optimisation. Nous allons voir le lien entre le problème du plus court chemin dans un réseau et la dualité, en utilisant un petit exemple. Nous allons considérer le petit réseau suivant, composé de 4 nœuds et 6 arcs. À côté de chaque arc est repris le coût de l'arc ou sa longueur, et le but de ce que nous allons faire est de calculer le plus court chemin reliant le nœud 1 au nœud 4 à travers le réseau. Pour cela, nous allons écrire ce problème comme un problème de transbordement qui consiste essentiellement à transporter une unité de flot du nœud 1 vers le nœud 4. Nous représentons ça schématiquement en utilisant les divergences sur les nœuds. Donc la divergence du nœud 1 est égale à 1. Il y a une unité de flot qui est produite à ce nœud-là. La divergence du nœud 4 est égale à moins 1. Il y a une unité de flot qui est consommée au nœud 4. Et les divergences des deux autres nœuds vont être égales à 0. Le vecteur x, le vecteur de flot, va être composé de 6 composants qui correspondent aux 6 arcs du réseau. Et pour simplifier la notation, nous notons x, ij, le flot associé à l'arc ij. Donc nous avons dans cet exemple x12, x13, x23, x24, x32 et x34. Nous devons minimiser le coût total associé à ce vecteur de flot. Pour cela, nous calculons le produit scalaire entre le vecteur de coût et le vecteur de flot, ce qui nous donne 3x12 plus x13 plus x23 plus 2x24 plus x32 plus 3x34. Les contraintes du problème sont liées aux divergences des nœuds, donc nous devons assurer que le vecteur de divergence associé au vecteur de flot correspond aux contraintes que nous sommes données, c'est-à-dire il doit être 1 au nœud 1, moins 1 au nœud 4 et 0 aux deux autres nœuds. Donc nous aurons donc une contrainte par nœud. Écrivons la contrainte associée au nœud 1, donc nous écrivons la divergence du nœud 1 associé au vecteur de flot, c'est égal à tout ce qui sort du nœud moins tout ce qui rentre. Pour le nœud 1, il n'y a que des arcs qui sortent, donc la contrainte s'écrit x12 plus x13 est égal à 1. Pour le nœud numéro 2, il y a deux arcs qui sortent, les arcs 2,4 et 2,3, et il y a deux arcs qui rentrent, l'arc 1,2 et l'arc 3,2. Et la divergence au nœud 2 doit être égale à 0, donc l'équation s'écrit x23 plus x24 moins x12 moins x32 est égal à 0. En ce qui concerne le nœud 3, il y a deux arcs qui sortent, l'arc 3,2 et l'arc 3,4. Et il y a deux arcs qui rentrent, l'arc 1,3 et l'arc 2,3. La divergence du nœud 3 doit aussi être égale à 0. La contrainte s'écrit donc x32 plus x34 moins x13 moins x23 est égal à 0. Enfin, pour le nœud 4, il n'y a pas d'arcs qui sortent, il n'y en a que deux qui rentrent. Nous avons donc moins x24 moins x34 est égal à moins 1. Et enfin, le vecteur de flot doit avoir toutes ses composantes plus grand ou égal à 0. Il faut observer que la matrice des contraintes de ce problème-là a une structure particulière. Écrivons la matrice A, la matrice des contraintes. Elle a une ligne par nœud et une colonne par arc du graphe. La colonne correspondant à l'arc 1, 2 est composée d'un 1 au niveau de l'arc 1 et d'un moins 1 au niveau de l'arc 2. La colonne correspondant à l'arc 1, 3 est composée d'un 1 pour la ligne 1 et un moins 1 pour la ligne 3 et des 0 partout ailleurs. Donc nous voyons que pour un arc IJ, la colonne correspondante contient un 1 à la ligne I et un moins 1 à la ligne J et des 0 partout ailleurs. Et nous pouvons ainsi compléter la matrice A des contraintes. Le vecteur de coût est composé de 6 éléments correspondant aux 6 arcs, c'est le vecteur 3, 1, 1, 2, 1, 3. Le vecteur B, le membre de droite des contraintes, est composé de 4 éléments, un élément par nœud, et ici il vaut 1, 0, 0, moins 1. Donc le problème
du plus court chemin écrit comme un problème de transbordement s'écrit d'une manière générique comme étant la minimisation de C transposé X sous contrainte AX égale B avec X plus grand ou égal à 0. La matrice A est ce qu'on appelle la matrice d'incidence du réseau. Elle a été construite en utilisant la règle suivante. Chaque colonne correspond à un arc IJ. Les composantes de cette colonne sont 1 pour la ligne I et moins 1 pour la ligne J. Tout le reste est égal à 0. Le vecteur B, c'est le vecteur de divergence que nous devons atteindre. Donc ici, pour le problème de plus court chemin, nous avons un 1 pour la ligne correspondant au nœud origine, un moins 1 pour la ligne correspondant au nœud destination du chemin, et 0 partout ailleurs. Et le vecteur C, c'est simplement le vecteur qui reprend les coûts, donc les longueurs, de tous les arcs dans le réseau. Nous avons ainsi un problème d'optimisation. Calculons maintenant le problème dual de ce problème d'optimisation. Donc le problème dual d'un problème d'optimisation en forme standard comme celui-là s'écrit maximiser Y transposé B sous contrainte A transposé Y est plus petit ou égal à C. Où Y ici représente le vecteur des variables duales. Il est à noter qu'il y a une variable duale par contrainte, donc une variable duale par nœud dans le contexte qui nous intéresse. Afin de pouvoir écrire ce problème dual d'une manière intuitive, nous allons changer de variable et au lieu d'utiliser Y, nous allons utiliser moins lambda. Donc le problème dual s'écrit dans les variables lambda, moins lambda transposé B, sous contrainte, moins A transposé lambda, plus petit ou égal à C. Donc on n'a rien fait d'autre que de renommer Y en moins lambda. Donc revenons à notre exemple. La fonction objectif consiste à multiplier le vecteur moins lambda avec le vecteur B. Nous obtenons donc moins lambda 1 plus lambda 4. La contrainte pour l'arc 1, 2 s'écrit moins lambda 1 plus lambda 2 plus petit ou égal à C1, 2. Et les autres contraintes correspondant aux autres arcs sont construites de la même façon. Donc d'une manière générale, la contrainte de ce problème dual qui correspond à un arc IJ s'écrit lambda J moins lambda I plus petit ou égal à CIJ. Les contraintes du problème dual s'écrivent donc lambda J moins lambda I plus petit ou égal à CIJ pour tout IJ. Nous allons maintenant appliquer le théorème des écarts complémentaires qui caractérise l'optimalité de la solution primale et de la solution duale pour cet exemple. Ce théorème stipule que à l'optimum, donc si x étoile est la solution optimale du problème primal et lambda étoile la solution optimale du problème dual, l'équation suivante est vérifiée. Cette équation signifie que soit xij étoile est égal à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun flot qui passe sur l'arc IJ, soit la contrainte du dual est active, c'est-à-dire CIJ est égal à lambda J moins lambda I. Lorsqu'il y a du flot sur l'arc, ce qui veut dire que l'arc fait partie du plus court chemin, et bien dans ce cas-là, la différence des lambda, lambda J moins lambda I, doit être égale à CIJ. Nous obtenons ainsi les conditions d'optimalité pour le problème de plus court chemin. Lambda J étoile moins lambda I étoile est plus petit ou égal à CIJ pour tous les arcs. Et nous devons aussi avoir pour tous les arcs qui ont du flot, c'est-à-dire pour tous les arcs qui font partie du plus court chemin, que lambda J étoile moins lambda I étoile est égal à CIJ. Il est intéressant de noter que le vecteur B ne joue aucun rôle ni dans les contraintes du dual, ni dans le théorème des écarts complémentaires. Donc dans ces conditions d'optimalité, n'applique pas le vecteur B. Ce qui veut dire que si vous considérez le problème du plus court chemin d'un nœud vers tous les autres, ce qui va changer, c'est la valeur de divergence. Vous allez envoyer n-1 unités de flot sur le réseau, une unité de flot vers chacun des nœuds destination. Mais à partir du moment où la seule chose qui change, c'est le vecteur B, les conditions d'optimalité vont être strictement les mêmes et pourront être appliquées telles quelles. Dans le cadre de l'algorithme du plus court chemin, les variables duales lambda sont appelées les étiquettes des nœuds. Et c'est elles qui vont être mises à jour au fur et à mesure des itérations de l'algorithme du plus court chemin. Utilisons maintenant un autre argument pour montrer que ces conditions sont effectivement les conditions d'optimalité du problème du plus court chemin. Appelons P le plus court chemin d'une origine O à une destination D.
Formellement, ce que nous allons montrer, c'est que si P vérifie les conditions d'optimalité, alors effectivement, il s'agit bien du plus court chemin de O à D. Ce chemin passe par un certain nombre de nœuds. De O, il va à I1, puis à I2, puis à I3, etc., jusqu'à IK, et puis il arrive à D. Donc la longueur de ce chemin P, elle est égale à COI1, donc qui est la longueur du premier arc, plus CI1, I2, la longueur du deuxième arc, etc., jusqu'à CIKD, qui est la longueur du dernier arc. Maintenant, la condition lambda J moins lambda I est égal à CIJ nous dit que la longueur de P est aussi calculable en fonction des valeurs des variables duales. Donc COI1 est égal à lambda I1 étoile moins lambda O étoile. CI1 I2 est égal à lambda I2 étoile moins lambda I1 étoile, etc. On remarque que dans cette longue somme, les lambdas correspondant aux nœuds intermédiaires, c'est-à-dire aux nœuds qui ne sont ni l'origine ni la destination, apparaissent une fois avec un signe positif et une fois avec un signe négatif. Nous allons pouvoir donc simplifier cette équation. Nous obtenons donc que la longueur du chemin P est égale à lambda D étoile moins lambda O étoile. Donc c'est égal à la différence entre les variables duales à la destination et à l'origine. Prenons maintenant un chemin Q quelconque qui relie O à D. Il est clair que le nombre de nœuds traversés par le chemin Q n'est pas nécessairement le même que le nombre de nœuds traversés par le chemin P. Donc ici en l'occurrence il y a L nœuds intermédiaires alors que pour le chemin P nous en avions K. La longueur du chemin Q à nouveau est égale à la somme des coups des arcs qu'il constitue. Nous allons utiliser maintenant la condition qui correspond aux contraintes du dual et qui dit que pour tous les arcs du graphe, CIJ doit être plus grand ou égal à lambda J moins lambda I. Donc la longueur du chemin Q doit être plus grande ou égale à lambda étoile J1 moins lambda étoile O, etc. Comme tout à l'heure, nous réalisons que les lambdas correspondant aux nœuds intermédiaires apparaissent une fois avec un signe positif, une fois avec un signe négatif, et donc ils s'annulent. Il reste donc lambda D étoile moins lambda O étoile. Mais nous avons montré que cette quantité, lambda D étoile moins lambda O étoile, était la longueur du chemin P, qui est égale donc à L de P. Donc en conclusion, nous avons montré que si nous prenions n'importe quel chemin Q entre O et D, sa longueur est plus grande ou égale à la longueur de P. C'est bien ce qui caractérise que P est le plus court chemin entre O et D. Pour terminer, nous vous invitons à résoudre le problème d'optimisation primale et le problème d'optimisation duale en utilisant l'algorithme du simplex et à interpréter les résultats dans le contexte du problème de plus court chemin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur l'optimisation, nous faisons référence au livre Optimization Principles and Algorithms, publié chez EPFL Press, et au site web optimizationprinciplesalgorithm.com, où vous pourrez trouver entre autres des codes associés aux algorithmes décrits dans l'ouvrage. Au revoir.